Eh ben salut Thomas, Salut Ulrich, comment vas-tu? super, super bien, très content de participer à la discussion. Ouais, ça va être une discussion qui va être intéressante, je pense, parce que, alors déjà, nous deux, on n'a jamais eu l'occasion de discuter ensemble. On se suit, je crois, mutuellement sur X, et on partage grosso modo, je pense, les mêmes idées autour des idées libertariennes, justement. Ce que je trouvais intéressant, c'est justement te proposer cette invitation pour qu'on discute ensemble lors d'un podcast, pour qu'on puisse plonger en fait ensemble dans ces idées-là, voir un peu aussi parler de toi, parler du compte que tu animes sur X, qui est quand même je crois même le plus gros compte libertarien qu'on a dans la scène francophone, sur X, hein. On va en En reparler de termes tout ça. d'abonnés, ouais, Ouais, en termes forcément en termes de vues, mais en termes d'abonnés, je pense que ouais, je suis dans les premiers. ouais, t'as combien d'abonnés là sur X actuellement? Cette semaine, je suis à 11 200. Ouais, 11 200, donc ouais, je pense qu'en termes de nombre d'abonnés pur et dur, t'es, je pense, le premier compte sur les idées libertariennes sur X, de loin, je pense, hein. Et c'est important, je trouve, voilà, pour moi de t'inviter pour qu'on discute un peu de tout ça, parce que tu fais un gros travail de pédagogie, un gros travail justement, de communication de ces idées-là qui sont quand même assez peu connues en France et qui sont, des fois même, on pourrait dire, un peu marginalisées et surtout mal comprises, hein. Donc c'est intéressant voilà, de t'avoir avec moi et qu'on discute un peu de tout ça, qu'on plonge un peu dans ce cœur de sujet-là. Et après, bah, de toute façon, avant de commencer l'enregistrement, on a discuté un peu ensemble justement des sujets qu'on pourrait aborder. Alors il y en a plein, 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 hein. Si tu veux, l'actualité récente entre le protectionnisme américain de Trump vis-à-vis de la Chine ou au Bitcoin, ce genre de choses, il y a plein, plein de choses qu'on va pouvoir évoquer ensemble. Mais vraiment, avant de plonger dans le cœur de tous ces sujets-là, je te propose, bah, tout simplement de te présenter. Ouais. Thomas, toi qui anime ce compte libertarien sur X, à nous présenter, bah, qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer ce compte et comment est-ce que toi tu vois un peu entre guillemets, ton combat, quoi, sur tout ça. Ouais, très bien. Bah, du coup, donc, je m'appelle Thomas et donc je suis contenu sous le nom de Libertarien sur les réseaux. Je suis actif essentiellement sur Instagram et Twitter, X, avec plus de succès sur X que sur Instagram. J'ai aussi plus récemment une chaîne YouTube et de la musique sur Spotify, Deezer. Et donc pour revenir un petit peu sur comment est-ce que j'ai commencé, je crois que c'était il y a à peu près 2 ans que j'ai commencé à créer du contenu sur le libertarianisme et c'est venu d'une démarche où en fait ça faisait longtemps que je traînais sur YouTube, que je m'intéressais, je dirais, à l'entrepreneuriat et j'avais envie de recopier un petit peu les gens que je pouvais suivre sur les réseaux et j'avais envie de créer du contenu moi-même depuis très longtemps, mais je savais pas forcément quel sujet aborder parce que j'avais pas de forcément une spécialité qui venait en tête où je me disais je vais pouvoir être pertinent. Et puis donc il y a 2 ans, j'avais hésité entre un autre sujet et celui-ci, le libertarianisme, et j'ai choisi ça parce que j'avais moins le syndrome de l'imposteur sur le libertarianisme, même si à l'époque, euh, j'étais un peu aussi dans une démarche de building public, dans le sens où quand j'ai lancé mon compte, je l'ai aussi lancé pour me former moi-même et un peu mettre sur papier les idées que j'étais en train d'apprendre. Au début, je me rappelle que ce que je faisais, c'était vraiment, je ponçais les vidéos de Stéphane Gers, je prenais des notes et j'essayais de faire des publications Instagram avec ça. Et donc petit à petit, je me suis imprégné de ces idées-là. Je dirais que la force des idées libertariennes, c'est qu'une fois que tu as compris les bases, tu es quand même sur la déduction et tu peux en tirer toi-même quand tu observes le monde, etc. Tu peux tirer plein de nouvelles idées une fois que tu as les bases, puisqu'en fait c'est de la déduction, c'est très logique, il y a pas vraiment d'incohérence. Tu peux tirer plein de choses, tu peux tirer vraiment le fil très longtemps. Et donc, ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer. Et aussi, la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, c'est déjà, j'ai vu que les idées libérales, enfin, il y a un mouvement libéral quand même en ce moment, je dirais, sur les réseaux. C'est l'État qui nous aide, hein. Il est tellement omniprésent et il nous met tellement cher que c'est évident
que les gens ont commencé un petit peu à se réveiller petit à petit. Je pense que le premier influenceur libertarien, c'est l'État lui-même, hein. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Et aussi, bah, il y a clairement, il y a- c'est un sujet qui est assez peu abordé sur les réseaux. Donc, je dirais, il y avait une place pour moi pour aborder ces sujets-là. Et aussi, en fait, on dit souvent, bah, créer le produit que tu aimerais acheter, comme ça. Moi, à l'époque, bon, du coup, quand j'ai découvert Stéphane Gère, Arthur Minès, etc., les chaînes libertariennes, je les ai beaucoup consommées. Mais avant ça, je dirais que c'était il y a 2 ans. Avant ça, j'avais mis encore quasiment 2 ans à vraiment faire le chemin de la liberté, parce qu'en fait, je trouvais pas de contenu. Le premier vraiment qui m'a mis vers les idées libérales, il s'appelle Waldmite, et lui, il parlait des idées, mais il parlait plutôt de volontarisme, et il avait jamais utilisé le mot libertarien. Et du coup, quand je cherchais du contenu sur le volontarisme, je trouvais rien. Et en fait, bah, du coup, j'ai voulu un peu combler ce vide-là, combler le manque de contenu accessible sur les idées libérales, parce que aujourd'hui, on a quand même beaucoup de contenu qui est très niché Hmm. dans la forme et aussi dans le fond. Donc je me suis dit, je vais me placer en tant que vulgarisateur. C'est pour ça que j'ai commencé aussi sur Instagram, où on fait des contenus très graphiques, qui sont faciles à partager, qui sont faciles à consommer. Un peu, enfin, c'était un peu le format thread, mais en image, où je mettais 5-6 photos avec 2 phrases à chaque fois, et je pense que c'était assez facile à partager, à consommer. Bon, le truc, c'est que sur Instagram, ça fonctionne pas de ouf, puisque c'est pas vraiment, les gens vont pas trop sur ce réseau pour ça. Hmm. Je m'en suis rendu compte plusieurs mois après que c'était plutôt sur Twitter qu'il fallait aller pour diffuser ces idées-là. Mais voilà un petit peu la genèse de mon compte. Super. Non, mais il y a énormément de choses là, dans ce que tu viens de dire. Déjà, la distinction entre les réseaux sociaux, entre Instagram et X, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes réseaux. Et moi, ça m'étonne absolument pas que du contenu libertarien ne fonctionne absolument pas sur Instagram, mais qui fonctionne beaucoup plus facilement sur X, hein. Bah, déjà, on est sur des réseaux qui sont totalement différents. Et en effet, le médium ne se prête pas. Enfin, je pense que ouais, quand tu veux diffuser des idées en plus qui sont éminemment politiques, hein, c'est plus facile de le faire sous forme textuelle sur X, où justement tu vas avoir un réseau en plus d'ailleurs qui est déjà très ouvert, où tu vas avoir beaucoup plus de personnes voilà, qui sont prêtes à partager ces idées-là sur X, alors que sur Instagram, tu vas plutôt être sur du contenu plutôt photo, vidéo, vraiment très, très, comme tu dis, c'est la consommation très courte durée et les personnes qui vont sur Instagram. Enfin, moi, j'y suis pas sur Instagram, mais je sais que par exemple, ma copine y est et à part des photos, des vidéos de chats, il y a pas. Enfin, c'est très, c'est très particulier, quoi. Donc Ouais. ça m'étonne pas que ça marche pas, quoi. Puis j'ai l'impression qu'aussi au niveau de l'Instagram, de l'algorithme d'Instagram, il pousse vraiment en avant la vidéo et les réels. Et j'étais aussi Hmm. dans une démarche de prendre un minimum de temps pour réaliser mes contenus, dans une démarche d'efficacité et pour pouvoir continuer à vivre bien à côté, quoi. Et donc, du coup, la vidéo, c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de faire un peu des clips pour mes musiques. Ça prend un temps de dingue. Et donc, pour rester dans un ratio d'efficacité acceptable, c'est sûr que le texte, il y a rien de mieux. Et surtout sur X, tu peux faire des textes qui atteignent des millions d'impressions. Donc, c'est plus intéressant je dirais pour les créateurs comme moi qui ont pas trop de levier de monétisation. Enfin, Hmm. je les a pas encore trouvés. Ouais, totalement. C'est vrai que le ratio temps passé, contenu créé et impression reçue, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important parce qu'en effet, toi, tu fais énormément de contenu libertarien. J'en fais aussi, hein, moi, du coup, sur X, hein. Et c'est vrai qu'il y a. Alors, du coup, moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si toi, tu le vois de cette manière-là aussi. C'est vrai que quand tu vas commencer à écrire, commencer à vulgariser, quand tu vas commencer. Toi, je sais que tu fais de la traduction aussi de posts qui sont en anglais, en français.
c'est vrai que tu as un ratio, enfin en tout cas moi c'est toujours comme ça que je le vois. De toute façon moi je vois tous, enfin je ne vois que l'économie comme ça en fait. C'est une question d'allocation du temps Ouais, plus qu'autre chose. Et je sais que des fois moi j'ai sur Insta, pardon sur X, hein, des fois j'ai des posts mais qui peuvent me prendre du temps parce que j'essaie de voilà de rechercher, de bien écrire, de synthétiser. Et après je poste ça, ça fait 200 vues, je fais bon. Ok, merde. Mais c'est vrai que c'est super important justement d'essayer de maximiser le temps passé à créer quelque chose, le publier et voir à peu près le nombre de contenus que ça, enfin le nombre de vues que ça peut générer. Et moi je sais, alors de ce que j'ai remarqué, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais le contenu qui est généralement assez court et assez percutant, qui est assez bien synthétisé et concis, marche globalement assez bien quand même sur X, hein. Et je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, en tout cas moi c'est à peu ouais, près le retour que j'ai. Ouais. que quand on fait un thread qui est bien sourcé, bien réfléchi, avec quand même un bon tweet d'introduction, en général, ça marche. Enfin, après, ça dépend les ambitions qu'on a et qu'est-ce qui est, ça marche. Mais moi, tu vois, si je passe un peu de temps sur un thread, dès qu'il dépasse les 10 000 impressions, je suis content. Ouais. Et en général, bah, ça le fait. Le public est au rendez-vous et il y a des bons retours, il y a des réactions. C'est vrai que sur ça, je trouve que l'algorithme est assez bien fait quand on fait des threads qui sont bien réfléchis. Ah non, totalement, ouais. Totalement. C'est vrai que des fois, t'en as certains qui peuvent exploser au-delà de Mm. tout espoir, en quelque sorte. Moi, je sais que il y a quelques semaines, j'avais fait vraiment un post, vraiment, mais un peu, entre guillemets, à la con, et où je reprenais tout simplement en fait une vidéo, je sais même plus de qui, je crois que c'était de Lagarde, Christine Lagarde ou Sarah Knafo, je sais même plus, et au final, je mets juste 2 lignes et le tweet, le post, il fait que 450 000 vues, je crois. Enfin, Ah ouais. t'as des choses comme ça qui peuvent partir en boule de neige, mais je crois que toi, t'as eu quand même certains posts qui faisaient. T'as largement dépassé le million, je crois, sur le plus Alors, gros que je t'as crois pu que j'ai faire. dépassé le million une seule fois, c'était quand j'avais fait un résumé de l'allocution du PDG de Michelin. Ah, yes, ouais. Ok. Donc là, j'avais fait plus de 2 millions de vues, donc ça avait très bien marché. Et sinon, je crois que j'ai fait un peu moins d'1 million sur un tweet que j'avais repris d'un Américain et que j'avais un peu remis à ma sauce sur Rosbard. Ah ouais, Murray Rothbard, yes. Ok. Mais ça c'est vrai que c'est génial parce qu'on s'en rend pas compte, mais enfin, moi, je sais que, on en parlera tout à l'heure, mais on parlait avant de commencer l'enregistrement de Bitcoin, etc. Et moi, je sais que parmi les Bitcoiners, moi, je participe à quelques meet-up, hein. Donc, c'est une sorte de rencontre entre Bitcoiners qui se passe au tout début du mois dans certaines grandes villes, même moyennes villes en France, hein. Et je sais que les gens, tu vois, enfin, moi, j'ai eu plusieurs fois le retour de personnes qui me disaient, ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est important, etc. Et en fait, on se rend pas compte que l'activité que toi, par exemple, tu peux faire, que moi je peux faire, ou que d'autres peuvent arriver à faire en fait sur X, l'impact en fait que ça peut avoir. Alors après, est-ce qu'on est dans une sorte de niche, dans notre bulle, et on se rend pas compte en fait de tout ça, ou est-ce que du coup ça a peut-être un vrai impact? Ça, je sais pas, mais je pense qu'on fait quand même un boulot qui est assez important parce que ces idées-là sont quand même très peu connues en France, ou quand elles sont connues, elles sont totalement marginalisées, elles sont totalement dévoyées, ridiculisées. Et au contraire, on est quand même sur un courant de pensée qui est extrêmement profond, qui est quand même alors on en parlait aussi avant, mais qui est quand même entre guillemets complexe, mais au final qui est quand même relativement simple à comprendre. Une fois que tu as compris les bases, hein, de toute façon, des idées libertariennes, tu comprends en fait tout le reste, quoi. À partir du moment où les bases sont acquises, tout le reste découle de manière assez fluide, assez cohérente, hein. Et il n'y a pas tellement contrairement par exemple aux idées keynésiennes, monétaristes, etc., les idées libertariennes, elles sont quand même relativement simples, je trouve, à comprendre. La seule complication qu'on pourrait avoir, à mon sens, hein, c'est que on est quand même sur des idées qui sont surtout alors non pas un test d'intelligence, mais surtout un test d'ego. C'est à Mm. partir du moment où tu comprends que tu ne peux pas tout savoir, à partir du moment où tu peux pas savoir si l'autre a raison, toi a tort, enfin, à partir du moment en fait où tu es tout simplement humble et que tu reconnais en l'autre ton égal et que tu admets que lui peut mener sa vie comme toi tu peux mener la tienne et qu'il n'y a pas de bonne manière de mener sa vie, qu'il n'y a aucune manière, enfin, qu'il est totalement incohérent et débile en fait, hein, de tout simplement imposer la manière dont toi tu vois les choses à autrui. À partir du moment où tu as accepté ça, fait preuve d'humilité, que tu as accepté en fait que ton ego redescende d'un étage, au final, les idées libertariennes sont quand même assez simples à comprendre.
Et Je dirais, il y a un deuxième test d'ego, c'est accepter que au moment où tu découvres les idées libertariennes, avant, tu étais dans le faux, quoi. ouais, Depuis le début de ta vie, tout ce que tu as voulu imposer, tout ce que tu as voté, etc., tu étais dans le faux. Donc ça peut... Là, plus tu commences à être vieux, plus ça commence à être dur d'accepter ça, je pense. ouais, c'est clair, ouais. Et puis, tu vois, moi, toi, si je prends mon exemple, moi, personnel, moi, j'ai aucune honte à dire qu'avant, j'étais un bon petit socialiste. Voilà, je votais à gauche. Je sais que moi, la première fois que j'ai voté, tu vois, c'était en 2009, je crois, c'était les européennes, hein, les élections européennes de 2009. Je devais avoir 19 ans, tout simplement. Et moi, à l'époque, c'était tout à fait normal de voter. Alors, c'était même pas LFI à l'époque, c'était le parti de gauche. Ça s'appelait comme ça, et moi, j'étais à fond là-dedans, quoi. On va voter parti de gauche, Mélenchon, tu vois. Donc, moi-même, toi, je viens de ça. Donc, et comme tu dis, il y a un moment donné, j'ai commencé à creuser le sujet, à m'intéresser. J'ai un peu ravalé ma fierté. Et je me suis dit, bah, j'ai accepté en fait que la vision dont moi je vois les choses, dont j'envisage le monde, ma vision un peu ma petite vision de dictateur socialiste, bah, au final, c'est peut-être pas ça la vérité, et que c'est absolument même pas ça la vérité, et que voilà, quoi, un peu d'humilité. Puis au final, t'en viens petit à petit avec la curiosité à accepter d'autres types de points de vue, et petit à petit, bah, au final, t'en viens au libertarianisme, quoi. C'est Donc, ça, et je dirais, il y a une autre chose aussi, c'est, dans un premier temps, tu peux te dire, bon, bah, j'ai pas raison, donc je vais pas l'imposer aux autres. Et je trouve qu'il y a aussi un deuxième niveau de réflexion où si tu as vraiment confiance en tes idées, ce que tu devrais te dire, c'est bon, je suis absolument persuadé que j'ai raison, donc je vais laisser les gens libres et ils hmm. vont venir aux mêmes conclusions que moi parce que finalement, c'est ça le vrai stress test de tes idées, c'est de laisser les gens libres et d'y venir par eux-mêmes et de faire les choix que tu aurais voulu qu'ils fassent, quoi. Ouais, Si, tout à fait. c'est pour ça que je comprends pas forcément enfin, les gens qui vraiment s'entêtent à vouloir forcer des choix aux autres, bah, si vraiment c'est mieux pour eux et que tu as raison, bah, ils vont finir par avoir les mêmes conclusions que toi. Et sinon, tant pis pour eux. Et sinon, c'est peut-être aussi que tu as tort, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, alors c'est vrai qu'on en parle depuis quelques minutes là, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément nous explicité ou mis en avant quelles sont justement ces idées de base, hein, justement des idées libertariennes qui font que on pense, nous, ce qu'on pense actuellement. Je pense que l'idée de base, hein, tu complètes hein, si tu as envie de compléter, mais l'idée de base, elle est quand même assez bien résumée par le père de l'école économique autrichienne qui est Karl Menger. Donc, juste pour que ceux qui écoutent, qui comprennent un peu la filiation, le lien entre tout ça, les idées libertariennes, le libertarianisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est surtout un courant qui est attaché, qui est mis en relation avec Murray Rothbard, donc qui est un économiste en fait qui fait partie de l'école de pensée économique autrichienne, donc une très très grande tradition économique qui date en fait de la fin du 19e, avec justement le père hein, de ce mouvement de pensée qui est Karl Menger, qui a écrit en 1871 justement ses principes d'économie politique hein, et qui lui en fait qui a très bien mis d'ailleurs en place les bases de ce qu'allait devenir justement ces idées libertariennes, minarchistes et ensuite anarcho-capitalistes, enfin tout ce mouvement de pensée libertarien qui est quand même un mouvement qui est quand même assez dense. Je ne sais pas si on aura le temps de plonger ensemble là-dedans, mais ça serait bien justement qu'on fasse un peu la différenciation entre ce qui va dans les libertariens, ce qui va différencier un minarchiste d'un anarcho-capitaliste. Ça serait assez intéressant. Mais en tout cas, depuis la 1871, en fait, la base de tout, et s'il y a une seule chose, je pense, moi, à mon sens, à comprendre dans ces idées-là, c'est que, et d'ailleurs Menger le disait très bien lui-même, c'est qu'il disait que l'économie, en fait, le début et la fin du processus économique, hein, c'est l'individu. Tout simplement. Ça, c'est la phrase, je pense, moi, qui résume le mieux justement ce courant de pensée. C'est que l'économie, c'est pas tout simplement un problème d'allocation de ressources, c'est pas un problème statistique, mathématique de qu'est-ce qu'on va faire de tel truc, etc. Non, au contraire, l'économie, ça part de l'individu, c'est lui qui a des besoins, qui va subjectivement en fait valoriser les biens de telle ou telle manière et qui va, en fonction de ses propres besoins qui sont subjectifs et que lui-même seul peut comprendre, par rapport à sa situation, à son environnement, à sa préférence temporelle. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte, hein. Et l'individu, en fait, c'est le seul à même de planifier sa propre vie. Parce que c'est le seul à même de vraiment quantifier ses propres besoins. Et c'est ça, en fait, enfin, la base, à mon sens, justement, de toutes ces idées libertariennes et autrichiennes. C'est vraiment que, à la base de tout, il y a une seule chose, c'est l'individu face à ses besoins
et comment cet individu va justement entreprendre sa vie, comment est-ce qu'il va voir les biens en tant que moyen pour atteindre ses fins, et c'est un peu lui laisser face à ça. Et après, quand on prend la somme de tous les individus, donc ils vont eux-mêmes aller chercher justement à transformer une situation présente qui est pas super satisfaisante en une situation future qui l'est plus, et bah, quand on cumule tout ça, bah, ça forme le marché, ça forme les individus qui vont échanger les uns avec les autres, etc., en vue de chacun individuellement atteindre leur propre fin et de manière collective, en fait, créer quelque chose d'assez fantastique, hein, qui est le marché libre. Donc c'est un peu comme ça que moi je pourrais résumer justement la base de ces idées-là, qui sont la base à la fois des minarchistes, des libertariens, des anarcho-capitalistes, hein, des économistes autrichiens. Ils ont tous en commun en fait ça, ce qu'on va appeler en économie autrichienne l'individualisme méthodologique en fait. Expliquer l'économie à partir de l'individu. Donc on est vraiment sur une vision bottom-up, hein, du bas vers le haut, et c'est comme ça qu'on va tout expliquer, si bien que pour un économiste autrichien, il n'y a pas de différence entre la macro et la microéconomie. Il n'y a que la microéconomie dans le sens où il n'y a que l'individu et tout s'explique comme ça, quoi, au niveau du marché. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'expliquerai de manière assez synthétique, hein. Je ne sais pas si toi, tu as envie de compléter un peu ce que je viens de dire ou pas, mais... Non, je suis d'accord avec toi. Ce que je pourrais ajouter, c'est que je pense qu'on peut faire une distinction de point de vue entre la vision libertarienne et la vision autrichienne. Donc, je dirais que donc, la vision autrichienne, c'est le libertarianisme appliqué vraiment à l'économie, là où le libertarianisme s'occupe plus du droit. Et je dirais, au niveau de l'individu, le libertarien va dire seul l'individu est légitime à prendre les décisions pour lui-même. Et l'économiste autrichien, il va dire seul l'individu est pertinent à prendre les décisions pour lui-même, quoi. Donc on a ces deux visions qui se complètent. Et en fait, quand on regarde le libertarianisme, même si on fait n'importe quoi soi-même, déjà c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est qu'on soit légitime à le faire. Donc finalement, même si on fait des erreurs, c'est pas ça qui va invalider le fait qu'on était légitime de prendre ces décisions. Mais en fait, ce qu'on se rend compte avec l'école autrichienne, c'est que ça tombe bien en fait. On est légitime à prendre nos propres décisions, mais en même temps, quand on le fait vraiment, quand on prend nos propres décisions, c'est comme ça qu'on atteint la prospérité, le bonheur et la meilleure vie, quoi. Mm. Ouais, totalement, ouais, c'est ça. C'est vrai que la différenciation qu'on pourrait faire, tu as raison, c'est vrai que pour un économiste autrichien, ce qui va vraiment importer, parce que c'est surtout, en fait, justement, ce que je disais, l'individualisme méthodologique, en fait, c'est tout simplement partir de l'étude de l'économie en disant que l'individu, en fait, va toujours chercher à améliorer sa propre situation. C'est ça, c'est la base de l'économie autrichienne. Par contre, un économiste autrichien va pas forcément faire une lecture politique de la chose, quoi. Il va juste expliquer le fait économique de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, récemment, là, j'ai commandé quelques bouquins de Ralph Raico, donc qui est un historien autrichien, économiste aussi, qui a beaucoup travaillé en fait sur l'histoire des grands mouvements. Enfin, là, il parle de la Révolution française, il parle de la libéralisation de l'économie au Moyen Âge, etc. Enfin, il prend tous les grandes périodes historiques et justement, il va essayer d'en faire une lecture un peu libertarienne. Et justement, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que lui, il va dire qu'à partir du moment, en fait, on peut tout expliquer l'économie, l'histoire, en expliquant en fait que l'individu va essayer d'atteindre en fait ses propres fins tout seul, et puis basta. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une lecture vraiment politique de la chose. D'ailleurs, quand tu prends même les premiers penseurs autrichiens, quand je prends Karl Menger, t'as Friedrich Weiser, t'as Eugène von Bonn-Bawerk, etc. La première génération des économistes autrichiens, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir quelles étaient en fait leurs idées politiques. Parce que eux, ils étaient uniquement intéressés par l'économie, mais même politiquement parlant, enfin, ils ont participé eux-mêmes au gouvernement de leur époque. Certains ont même fait des politiques un peu qu'on ne pourrait absolument pas qualifier de libertariennes aujourd'hui. Et d'un point de vue purement politique, on n'arrive pas à les qualifier vraiment précisément, quoi. Par contre, d'un point de vue économique, ils étaient vraiment très autrichiens, quoi. Donc en effet, je pense qu'il y a cette distinction qu'on peut faire, c'est-à-dire que tu peux être économiste autrichien ou être super intéressé par les idées économiques autrichiennes sans forcément justement faire cette bascule vers les idées libertariennes. Donc ça, tu as raison, c'est une question qui est assez intéressante. Et justement, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment sur justement l'histoire du libéralisme classique de l'école économique autrichienne, il y a même en fait une réflexion qu'on pourrait se faire, c'est que par exemple un marxiste
pourrait être entre guillemets d'accord avec l'individualisme méthodologique, même si bon, ça crée forcément des bugs à un certain moment, hein, dans la réflexion, Ouais. mais c'est assez intéressant parce qu'il y a un moment donné, tu fais la bascule justement dans la méthodologie, puis quelle est la transition vers les idées politiques, quoi. Et justement, alors tout à l'heure, tu me parlais de Rothbard, donc lui qui est quand même parmi les dernières générations des économistes autrichiens et qui justement lui, à mon sens, c'est un peu lui qui va fermer le chapitre justement des, euh, de la pensée autrichienne en faisant une lecture qui est éminemment politique, hein, où lui va pousser les idées autrichiennes jusqu'à leur conclusion finale en disant que bah, le problème c'est l'État et l'État, bah, il faut s'en passer pour absolument tout en fait. Et Ouais. Rothbard en fait il va pousser la vision de Menger, de Ludwig von Mises, qui étaient eux-mêmes, on va dire, des minarchistes. Donc, minarchistes, c'est tout simplement que eux étaient pour une implication minimale de l'État dans la vie, en fait, hein, des citoyens, des individus, où pour eux, l'État devait uniquement s'occuper du régalien. Et tu vas avoir Rothbard, donc lui, anarcho-capitaliste, hein, et lui, qui va tout simplement dire que l'État est absolument pas nécessaire et qui peut très bien disparaître. Donc, Ouais, toi, ouais, Rothbard, le boss. ouais, Rothbard, le boss, ouais. Donc, toi, je sais pas, par rapport à tout ça, comment tu te situes? Est-ce que tu es plus libertarien, type dernière génération anarcho-capitaliste, plutôt génération un peu traditionnelle, minarchiste Non, non, moi je me hmm, situe complètement anarcho-capitaliste, d'accord. zéro place à l'État. Je considère que, bon, déjà, vu que mon compte parle de libertarianisme, je pense que dire autre chose, ce serait le trahir. Mais après, personnellement, je suis totalement d'accord avec ces idées-là, avec le fait de dire que l'État est une mafia, qu'on n'en veut pas et qu'on peut faire tout à fait sans, et que le meilleur système, ce serait celui d'une anarchie capitaliste. D'accord. Ça, c'est super intéressant parce que là, je sais qu'aujourd'hui, là, on enregistre ça, nous, on est le 27 avril, un dimanche. Je sais que tout à l'heure, ou hier, je sais plus, t'avais conseillé, j'ai vu ça sur X, tu avais conseillé au gars du bunker, Ouais, Science et GG, surtout Science, je crois, de lire le bouquin L'anatomie de l'État de Murray ouais. Rothbard. Pour ceux qui connaissent pas Murray Rothbard, alors ça a été un auteur qui a été extrêmement prolifique. Il a écrit des dizaines de bouquins, il a écrit des centaines d'articles. C'est hallucinant en fait, tout ce qu'il a pu produire de son vivant. Si bien que c'est très dur en fait de lire tout ce qu'il a pu écrire. Mais il a quelques entre guillemets bangers, hein, quelques best-sellers qui sont de manière assez paradoxale, en fait, les bouquins les plus courts qu'il ait pu écrire. Donc, tu as L'anatomie de l'État et tu en as un autre que j'en profite de le citer maintenant parce qu'il est important. Et si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, franchement, il faut le lire. C'est État, qu'as-tu fait de notre monnaie? Qui explique de manière, je pense, assez synthétique et de manière très brillante tous les problèmes qu'il y a actuellement sur la gestion de la monnaie par les États. Et quand on prend l'anatomie de l'État, c'est un bouquin, quoi. Je crois qu'il doit faire 40-50 pages à tout péter, hein. C'est vraiment. Même pas, hein. Prends une balle. Je crois que le derrière, je sais pas où il est. Ouais, de toute façon, là, le temps que ouais, tu l'as peut-être, ouais. Non. C'est un bouquin qui va en fait essayer de décortiquer un peu comment l'État fonctionne, dans la manière comment exactement, ouais. Anatomie de l'État. 45 pages, ouais. Ouais, 45 pages, ouais, j'ai dit entre 40 et 50, donc bon, bonne mémoire. Ça se lit très très rapidement en une soirée, ça, hein. Tu torches le truc très rapidement. Et Je sais grosso pas si ça se lit si rapidement. Moi, je trouvais que je lisais 2 pages et je me disais waouh, incroyable. Et du coup, je m'arrêtais pour essayer de process un petit peu les idées parce que je trouvais que il y avait tellement de choses dans une page que à chaque fois, en fait, je prenais le temps de savourer. Bon, après, je suis pas non plus un gros lecteur, mais moi, je l'avais lu lentement, tu vois. Hmm. Ah, qu'est-ce qui t'avait plu justement dans le bouquin? Est-ce que tu as des passages comme ça dont tu te souviens qui t'avaient plu Ouais, plus que d'autres? j'avais préféré le début. La fin, je Hmm. crois qu'il dit un peu plus comment arriver à ce système. Oui, bah, en fait, juste le début, qu'est-ce qu'est l'État, qu'est-ce que n'est pas l'État? Je trouve ça super important, en fait. Et quand tu le lis pas, c'est vrai que avant de le lire, tu sais pas forcément comment définir l'État. Tu fais un micro-trottoir, tu vas demander aux gens, c'est quoi l'État? Ils vont dire, l'État, c'est nous. L'État, c'est la communauté, etc. Et puis même dans les débats sur X, c'est vraiment une confusion qu'on repère souvent, où on va dire mais non, on peut pas se passer de l'État, sinon
sinon qui va s'occuper de telle ou telle chose? Mais en fait, l'État, c'est juste une espèce d'institution, qui opère par la violence et à aucun moment, en fait, si tu supprimes cette institution qui opère par la violence, tu empêches les gens de se soigner, tu empêches les gens de construire des routes, et cetera. Donc t'as as cette, tu cette confusion vis-à-vis de l'État et je pense j'avais fait un post là-dessus d'ailleurs, c'est que je pense, en fait, l'un des principaux problèmes, pour les gens appréhender les idées libertariennes, c'est qu'ils ne savent pas définir l'État et Mmh. souvent ils vont donner des réponses que tu peux donner, qui peuvent définir d'autres choses que l'État et donc c'est une mauvaise définition. Si tu commences à dire que l'État, c'est un groupe organisateur, tu peux très bien, donner cette définition à une entreprise et cetera, donc ça ne définit pas vraiment l'État. Ce qui va vraiment définir l'État, c'est, cette organisation qui se finance, hem, légalement par l'usage de la violence, et ce que tu ne peux, apposer à aucun autre groupe. Donc ça va vraiment être ça qui va faire, l'essence de l'État. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as lu ces premières pages, je trouve que vraiment ça fait un shift dans le cerveau où tu te dis: «Bon, bah, vraiment tu vas pouvoir en fait délimiter qu'est-ce qui est l'État, qu'est-ce qui n'est pas l'État» et ensuite tu vas pouvoir te rendre compte au quotidien que en fait, bon, bah, qu'est-ce qui nous casse les couilles? C'est l'État, quoi. C'est voilà. Ah, c'est génial parce que c'est vrai que nous, quand on déconstruit, alors je prends le terme déconstruire à de manière totalement volontaire, quand tu commences à déconstruire ce qu'est l'État, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que du coup il s'est construit historiquement et comment est-ce qu'il fonctionne actuellement, en fait, t'en viens à te dire en fait que, et d'ailleurs quand tu lis l'anatomie de l'État de Rothbard, c'est exactement ça, t'en viens à te dire bah, en fait que l'État c'est tout simplement le gang qui a été qui a eu le plus de succès sur un territoire donné. C'est absolument ça, quoi. C'est celui, en fait, qui a réussi à s'imposer sur les autres et c'est celui, en fait, qui arrive à rester sur son territoire, à imposer aux individus qui ont le malheur de vivre sur le territoire, bah, justement son pouvoir et le but de l'État, c'est tout simplement, en fait, il est double et je crois que Rothbard en parle assez bien dans son bouquin, c'est que déjà d'une, il doit se préserver des individus qui se vivent eux-mêmes sur son propre, territoire et il doit se préserver, en fait, aussi des autres États, qui vivent, qui sont ses voisins et qui sont aussi, du coup, ses concurrents naturels, quoi. Et tu l'as. Ça, c'est une manière double qui est super intéressante déjà de voir un peu l'État comment, dans la vie des individus, déjà tout simplement, et aussi de comprendre aussi la géopolitique internationale, quoi. C'est-à-dire les États, ils ont toujours ce syndrome en fait de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont là, que leur pouvoir, il s'exerce sur ce territoire donné, sur ce nombre d'individus donné, mais qu'ils ont forcément une concurrence en interne, donc des individus qui pourraient se rebeller contre ce pouvoir-là et eux-mêmes proposer leurs propres alternatives, donc les alternatives qui soient étatiques ou non, hein, qui peuvent être totalement décentralisées et fragmentées. Et il y a ce syndrome de l'imposteur où l'État, du coup, doit lui-même se préserver de ses voisins, donc de ses concurrents qui peuvent faire des conquêtes, venir tout simplement foutre en l'air le modèle dans le pays, etc., quoi. Donc tu as cette lecture-là. Et moi, je sais qu'une chose que j'avais beaucoup aimé dans le bouquin L'anatomie de l'État de Rothbard, c'est quand Rothbard dit tout simplement en fait que par nature, l'État est anticapitaliste, hein. Parce que l'État, ne produisant absolument rien, il vit de manière totalement nécessaire de l'expropriation, la spoliation du capital en fait, qui est créé par les individus qui vivent justement sur son territoire, donc des classes productives de la société, quoi. Et l'État, par nature, ne peut être que anticapitaliste, c'est-à-dire qu'il ne peut absolument rien produire. Tout ce qu'il l'utilise pour son fonctionnement, ses dépenses, etc. C'est quelque chose en fait qu'il a spolié à droite ou à gauche, quoi, via la taxation, via d'autres trucs. Et ça, C'est une idée qui est assez simple, qui découle de ce que tu viens de dire. C'est que en fait, l'État est secondaire dans l'histoire de l'humain parce que, étant donné qu'il ne fait que exproprier, la production des individus, il est nécessairement arrivé après le marché, après la production et donc ça met à mal directement, un argument qui vient souvent: «Comment on fait, sans l'État?» On n'a pas d'exemple, hem, de société, sans État et donc l'anarcho-capitalisme, n'est pas une solution viable. C'est faux grâce à cet argument qui est que, étant donné que l'État ne produit rien et ne fait que voler ses ressources, nécessairement il est arrivé après la production et donc la production, l'état initial, c'est bien en fait, la liberté. mmh, ouais, totalement, ouais. De toute façon,
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les libertariens, les autrichiens. C'est vrai que les individus, en fait, de manière... Alors, ça va dépendre des auteurs que tu vas pouvoir citer, etc., que ce soit du Menger, du Hayek, du Mises, etc., ou du Rothbard. En fait, on va parler soit d'organisations organiques, spontanées, en fait, des individus entre eux qui vont de manière totalement normale, en fait, En fait, l'économie, c'est quoi? C'est tout simplement organiser la rareté. Et comment, en fait, l'humain va s'adapter par rapport à elle. Tu as deux manières, en fait, de le faire. Tu as la prédation et la coopération. Et naturellement, l'humain va préférer la coopération parce que c'est la manière la plus efficace de manière collective en fait d'atteindre, enfin déjà de mieux manager la rareté et d'atteindre plus facilement ses fins. Et, euh, et justement ça de manière totalement spontanée, les individus en fait s'organisent très bien tout seuls. C'est-à-dire que ce soit pour l'organisation économique, l'échange, la propriété, ou même ne serait-ce que par rapport à l'émergence de la monnaie, globalement tout ça précède la création de l'État, comme tu le dis très bien. Et l'État est secondaire, c'est-à-dire que l'État, lui, va venir en fait, euh, il va venir après coup et bah, tout simplement, voilà, essayer de. Alors après, ça dépend de comment tu peux voir l'État. Est-ce que l'État, c'est en fait une solution qui a été trouvée parce que du coup, on avait des gros problèmes de sécurité? Est-ce qu'il y avait, à un moment donné, est-ce qu'on ne s'est pas non plus dit qu'il fallait quand même déléguer une partie de la violence ou pas légitime à quelqu'un d'autre que nous? Est-ce qu'on n'avait pas besoin de mettre en place des institutions, etc. Là, je titille un peu parce que c'est un peu ce qui va différencier un anarcho-capitaliste d'un minarchiste. Toi, moi, typiquement, personnellement, toi, tu es plus anarcho-capitaliste. Moi, je suis plus minarchiste, en fait, je pense, dans la manière de voir les choses. Et il y a un moment, en fait, tu vas te dire, bah, pourquoi pas de manière collective et de manière consciente, c'est-à-dire pas de manière spontanée, mais de manière consciente, c'est-à-dire qu'on va décider tous ensemble, pourquoi pas bah, mettre en place des institutions qui vont dire, bah, ok, on va s'accorder pour dire qu'il y a un certain nombre de lois pour éviter les tromperies, les fraudes. Et bah, tout ça, en fait, ça forme une sorte de régalien, tout simplement. Mmh. Je sais pas, à voir. Ouais, je pense que tu rejoins un petit peu la pensée qu'avait exprimé Nicolas Alfonsi chez Viande Tiède récemment. En fait, il dit un peu comme toi, on va du coup recréer un peu le régalien par contrat, etc. Et ce qui lui avait été répondu, et je pense que je répondrai la même chose, c'est qu'à partir du moment où justement tu recrées le régalien par contrat, par consentement, tu ne recrées pas un État puisque l'État se définit par l'absence de consentement. Là, si tu recrées un consentement, bah, du coup, tu crées une société qui peut être fonctionnelle où il y a un régalien, mais sans État, puisque comme on l'a dit juste avant, ce qui définit l'État, c'est l'usage de la violence. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut pas, qu'il faut bien préciser, c'est que donc l'État, ce n'est pas le régalien. L'État, c'est l'usage de la violence légale. Et une société anarcho-capitaliste ne veut pas dire une société sans que les fonctions régaliennes, enfin, que les domaines régaliens ne soient pas remplis. Mhm. Évidemment que dans une société libertarienne, il y a de la sécurité intérieure, extérieure, etc. Un petit peu comme on peut voir, enfin, je sais pas, tu vas à Disneyland, il y a de la sécurité, je suis sûr qu'il y a un endroit pour soigner des gens aussi éventuellement. Donc, je pense que c'est pas, c'est pas forcément accepter un état que d'accepter une situation où on a du régalien contractualisé. Ouais, totalement, ouais. Je comprends, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que la grande question, c'est pas. Parce que tout à l'heure, tu parlais de mais qui va construire les routes? Enfin, je veux dire, faut bien que les personnes comprennent que s'il y a un intérêt économique à avoir une route, hein, la route sera construite, hein, t'inquiète pas. Après, la question, elle n'est pas tellement sur qui va construire les infrastructures, les routes, etc. La question, elle est véritablement en fait sur le type de société. Qui peut prendre en charge le régalien? Alors, le régalien, il y a trois grands trucs hein, dans le régalien. Tu as la justice, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. La justice, à mon avis, c'est quelque chose qui est assez particulier, ou forcément, je vois, si tu veux avoir une société fonctionnelle sur le vraiment large, tu vas avoir besoin justement de déléguer justement qui va rendre la justice, etc., qui va définir ce qu'est la tromperie, la fraude, et justement punir assez sévèrement les personnes qui, dans le marché,
vont essayer d'abuser des autres. Pour la sécurité intérieure, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que la sécurité intérieure peut largement être prise en charge par des sociétés privées, par exemple. Ça, c'est les grandes idées libertariennes qui datent du 19e avec le Molinari, etc., enfin, qui ont très bien mis ça en avant. Et après, bah, la dernière question, c'est que exactement la production de la société de Hoppe. Et il y a aussi. Alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas lu ce bouquin-là, mais je sais que j'ai lu quelques passages. Mais je serais assez curieux de voir comment lui, il envisage la sécurité extérieure. C'est-à-dire que comment, dans un monde où on a encore des États à droite à gauche, comment est-ce que du coup tu peux envisager des armées fonctionnelles qui pourraient défendre en fait un territoire donné? Je crois qu'il aborde la question de plusieurs manières. Bon, déjà, tu as le fait que tu peux avoir des services de sécurité à l'intérieur qui vont être plus efficaces euh, que les armées classiques, etc. Il me semble que j'avais lu assez récemment que l'armée française avait commencé à s'entraîner avec du airsoft dans les années 2000, plus de 2010, alors qu'en fait ça faisait des dizaines d'années que ça existait le airsoft et qu'il est évident qu'en fait c'est mieux de s'entraîner en airsoft qu'avec je sais pas qu'avec en faisant avec les doigts quoi. Donc ça me paraît donc il y a cette question de l'efficacité. Ensuite, il y a aussi la question des incentives. C'est-à-dire qu'il faut déjà se poser la question, quel intérêt a un gros État d'attaquer un petit territoire? En fait, il explique que attaquer un petit État peut avoir un intérêt parce qu'il y a déjà une structure hiérarchique étatique mise en place où en fait, si tu viens remplacer les personnes d'en haut, tu vas Mhm. bénéficier de toute la stratification qui va prélever les impôts, etc. Tu vas bénéficier de toutes les institutions et juste en remplaçant un petit groupe d'individus en haut, tu vas pouvoir bénéficier de toute la manne de richesse qui est créée par la population. Et donc justement, quand cette organisation n'existe pas et n'existerait pas dans un État, enfin dans une société anarcho-capitaliste, tu vas pas pouvoir remplacer une personne et bénéficier de tout le reste. En fait, si tu remplaces, si tu viens attaquer un chef d'entreprise, bah en fait tu vas détruire l'entreprise, tu vas rien récupérer et ensuite tu vas pas pouvoir prélever des impôts, les gens ne seront pas d'accord, etc. Alors que si tu viens attaquer un État, les gens sont déjà habitués à payer des impôts, sont d'accord, etc. Il va y avoir déjà tout, ils vont bénéficier de toute une propagande qui a été faite auparavant par l'État précédent. Et donc, tu peux avoir un intérêt à attaquer un petit État, mais c'est beaucoup moins vrai pour un petit territoire qui serait libertarien. Ensuite, il se défend aussi en disant que ça a quand même peu de chances d'arriver au niveau de rien que au niveau de l'image d'un pays, au niveau de sa population, de- au niveau mondial, ça serait très très mal vu d'attaquer un petit territoire qui soit pacifique et qui fasse juste du commerce avec les autres. Je dirais un point il me semble pas qu'il soit forcément euh, évoqué dans le bouquin, mais juste il faut essayer, si c'est un territoire qui finissait par exister, essayer d'impliquer malgré eux peut-être les États autour pour qu'en fait il y ait des intérêts économiques qui soient d'autres puissances qui soient sur ce territoire et que donc en fait finalement aucun État n'ait l'envie, même s'ils en avaient la puissance, de le faire. Et je pense que c'est ce qu'ont très bien compris des petits territoires comme le Liechtenstein ou Monaco. Aujourd'hui, il y a personne qui va dire à Monaco, enfin, Monaco existe alors ils ont probablement pas d'armée, mais enfin, ils sont probablement en demi-contrat avec la France pour les protéger, etc. Mais je pense qu'il y a il y a des manières d'organiser un territoire pour pour qu'il n'y ait pas d'incentive à l'attaquer. Mhm. Et une chose, je pense qu'il faut dire à ce niveau-là, au niveau de la sécurité d'un potentiel territoire libertarien, c'est que quand bien même ce territoire viendrait à être attaqué et remplacé, tout le temps qu'il a été, où il a été en place, ça a été du temps de liberté qu'il faut savourer. Et c'est pas parce que la liberté a pris fin à un moment qu'il faut renier la liberté. Au contraire, il faut l'apprécier et c'est pas renier enfin,
C'est comme si on disait, bah, hem, enfin, c'est pas parce qu'on se fait voler que nos possessions n'ont plus aucune valeur. Il faut apprécier la liberté, il faut la défendre et si on n'y arrive pas, bah, tant pis, mais on aura pu, profiter de ce moment-là. Mmh. Ouais, non, c'est clair, d'un point de vue historique, tu as plein d'exemples justement de petits pays comme ça qu'on puisse faire attaquer et qui ont déjà bien réussi à se défendre, hein. Enfin, l'un des meilleurs exemples, ça reste par exemple la Finlande, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale contre l'Union soviétique. Et comme tu dis, c'est une chose qui est enfin, qui est très importante et qu'on retrouve ça chez beaucoup d'économistes autrichiens, c'est que quand tu comprends que la guerre est toujours un jeu à somme négative, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à gagner de la guerre, même la nation en fait qui est victorieuse, au final, elle gagne absolument rien à aller faire la guerre à droite à gauche, parce que au final, l'argent qu'elle va dépenser justement à faire la guerre, c'est du capital qu'elle ne pourrait pas utiliser pour autre chose, pour des activités pacifiques, pour l'amélioration des conditions de vie des individus, pour tout simplement la grande marche du progrès, quoi. Et ça, c'est une lecture qu'ont beaucoup d'économistes autrichiens, c'est une lecture qu'ont beaucoup d'économistes aussi, bah, du coup, de l'Institut Mises aux États-Unis. Comme je pense par exemple j'ai écrit d'ailleurs il y a quelques semaines, il y a quelques mois, un article pour l'Institut qui était justement ce qui s'appelait, un article qui s'appelait The Cost of War, donc le coût de la guerre. Justement, ça reprenait en fait un chapitre du bouquin de Joseph Salerno, donc qui fait partie de l'Institut, où justement qui explique très bien que en fait une nation a tout à perdre à mener la guerre, même si elle est victorieuse, parce que sur sa route vers la victoire militaire, elle va sacrifier du coup son capital, elle va sacrifier l'utilisation alternative justement de ce capital pour vraiment des utilisations vraiment bénéfiques pour la société. Elle va sacrifier aussi potentiellement des libertés individuelles, parce que forcément une économie de guerre nécessite bah, un contrôle du capital, un contrôle des individus, t'as les conscriptions obligatoires pour l'armée, enfin voilà, il y a plein de choses. Et ce qui fait que la guerre en tant que telle est un non-sens en fait. Alors c'est un non-sens déjà purement humanitaire, c'est un non-sens économique et c'est un non-sens en fait total. Et en effet, la sécurité, ça c'est toujours on en revient toujours en fait au bouquin de Rothbard dont on parlait tout à l'heure. C'est que l'État a toujours ce syndrome de l'imposteur où il doit se protéger des individus qui vivent sur son territoire, mais il doit aussi se protéger des autres États qui sont ses concurrents. Et ça, c'est un grand principe qu'on retrouve beaucoup en géopolitique. En fait, c'est ce qu'on appelle le réalisme en fait offensif, c'est-à-dire que l'État a une seule envie, un seul but dans sa vie, c'est de se protéger lui-même et faire perdurer son pouvoir, que ce soit en écrasant sa propre population ou en écrasant ses voisins. Donc des fois en attaquant ses voisins pour se défendre, parce que tu peux avoir dans l'attaque une sorte de défense. Et sa vie ne vit que par ça, quoi. Et de toute façon, c'est ce qui est assez intéressant. Enfin, c'est comme ça que moi je peux lire un peu la chose, c'est que on est en 2025 et si on dézoome un peu maintenant et qu'on prend les 150 dernières années, et ben toutes les guerres, en fait, tu peux faire une lecture uniquement comme ça, quoi. Tu peux dire que ce sont toujours les États qui s'attaquent les uns les autres pour justement se protéger, pour défendre leurs intérêts nationaux, les intérêts sécuritaires. Et au final, c'est toujours l'État qui a l'initiative de ça parce que il a des. Tu vois, je prends juste un exemple. Euh, Quand tu prends par exemple l'Allemagne nazie, quand eux, ils ont voulu attaquer la Russie, par exemple, ils l'ont pas fait. Comment dire? Ils l'ont fait aussi pour se défendre, parce que pour eux, en fait, l'Allemagne ne pouvait être forte que si elle avait suffisamment de terre en fait en Europe, quoi. Donc du coup, ils ont légitimé en fait leur attaque sur une autre nation, sur d'autres individus, par rapport en fait à la défense de leur propre intérêt, quoi. Et tout postulaire de cette manière-là, quoi. Donc je trouve que ouais, c'est intéressant justement de parler un peu de cette sécurité extérieure, parce que c'est toujours un peu le point qu'on pourrait reprocher aux libertariens, c'est comment est-ce que du coup vous envisagez justement la sécurité par rapport aux autres nations. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à creuser de ce point de vue-là, quoi. Ouais, complètement. Et une chose aussi, moi je voulais évoquer avec toi par rapport à tout ça, parce que je sais que du coup, moi le podcast que j'ai ici sur X aussi, moi je parlais aussi beaucoup de Bitcoin. Et par exemple, quand tu prends les bitcoiners, quand tu prends que ce soit les bitcoiners francophones ou anglophones, en fait, il y a toujours cette phrase chez les bitcoiners
que Bitcoin fixes everything, donc Bitcoin résout tout, et tu as une bonne partie des Bitcoiners, je pense que moi, qui sont presque la majorité, alors peut-être pas sur la scène francophone, ou moins sur la scène globale, qui vont dire en fait que beaucoup de ces problèmes-là dont on parle depuis maintenant, on va dire 45 minutes, hein, beaucoup de ces problèmes-là peuvent être simplement, on peut les solutionner en retirant tout simplement la gestion de la monnaie des mains de l'État. En fait, en retirant la monnaie des mains de l'État, on peut en fait régler une très très grosse partie de ces problèmes-là. C'est-à-dire que si on empêche à l'État d'imprimer lui-même sa monnaie pour faire sa guerre, pour se passer par exemple du consentement à l'impôt, se passer en fait du consentement de sa population, on pourrait justement arriver naturellement à un peu cet idéal de société où justement l'État serait subordonné à la volonté des individus qui vivent sur son territoire et non pas l'inverse, quoi. Et justement, parlons-en un peu parce que les libertariens, ils ont, à mon sens en tout cas, et aussi pour beaucoup de bitcoiners qui partagent ces idées libertariennes, on est peut-être à une sorte de croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en fait, un outil qui a émergé derrière de manière spontanée, hein, dans le marché, qui est Bitcoin, et qui pourrait justement être une solution à ça, à, à toutes ces problématiques qu'on a évoquées depuis le début. Ouais, complètement. C'est vrai que ça fait les promesses de Bitcoin font rêver, puisqu'effectivement aujourd'hui le peut-être le plus gros pouvoir de l'État, c'est de pouvoir réallouer le capital un petit peu où il veut avec la planche à billets. C'est vrai que si tu lui enlèves ça, bah, c'est fini de. Par exemple, rien que le Covid. Le Covid, la capacité à avoir enfermé tout le monde, c'était parce que ils avaient la planche à billets. On se rend compte que les pays qui avaient moins la possibilité de créer de la monnaie ont moins confiné, puisque en fait c'était complètement lié. D'un côté de pouvoir enfermer les gens et de les payer quand même, et de l'autre côté de pouvoir imprimer la monnaie qu'on leur donnait. Et c'est sûr que c'est un immense pouvoir, et si on réussissait vraiment à enlever ce pouvoir-là à l'État, ça serait magnifique. C'est une des promesses de Bitcoin. C'est aussi, je dirais, quelque chose si la population avait un certain niveau de conscience, qu'on pourrait réussir à exiger sans Bitcoin. Mais aujourd'hui, effectivement, peut-être l'un de nos meilleurs espoirs se trouve dans Bitcoin. Mm. Ouais, c'est vrai que alors, l'espoir qu'on peut placer en Bitcoin, il est assez important dans le sens où en fait, quand on prend la monnaie qu'on utilise actuellement, donc ce qu'on va appeler la monnaie fiat ou la monnaie fiduciaire, donc c'est-à-dire c'est cette monnaie papier qui est directement mise en circulation par l'État, par le bon vouloir de l'État, c'est-à-dire une monnaie qui n'a aucune cohérence, enfin, comment dire, une monnaie qui n'est pas rare, c'est de la monnaie papier. Avant, on était sur l'étalon or, donc on avait un peu cet ancrage naturel de la monnaie duquel on s'est totalement affranchi avec la monnaie fiat. Et là, en effet, l'État, comme tu dis, lui a la capacité d'imprimer sa propre monnaie pour financer les projets que lui pense être les meilleurs. Donc en effet, il y a deux choses qui vont être créées déjà, enfin, qui vont se passer. Donc tu l'as très bien dit, en effet, le crédit, la monnaie fiat, ne va pas créer du nouveau capital, il va tout simplement en fait réallouer le capital d'un point A vers un point B. Donc ça c'est super important parce que du coup ça va retirer le capital des activités qui sont réellement productives pour la société pour les mettre dans des activités qui seront sponsorisées, mises en avant par l'État et du coup qui ne sont rarement en fait des activités productives. Parce que quand on prend par exemple les guerres, on est même sur des activités qui sont destructrices de capital. Deuxième chose, que ça va créer justement cette monnaie fiduciaire, cette monnaie fiat qui est directement imprimable par les autorités centrales, banques centrales, État, etc. On va être sur de la monnaie qui va permettre en fait à l'État de se financer par un autre moyen que l'impôt. Donc justement, un autre moyen que le consentement en fait, du peuple à l'investissement qui est donné par l'État. Et ça, c'est super important parce que si tu fais une lecture de l'État et enfin, comment dire, du gouvernant gouverné, ou justement le lien démocratique entre les deux, et justement ce consentement à l'impôt, tu peux dire, bah, ok, si les gens consentent à payer tant d'impôts pour tel service, à la rigueur, ok. Par contre, à partir du moment où l'État peut financer d'autres projets en dehors de l'impôt, c'est-à-dire qu'il peut en fait être année sur année en déficit budgétaire, en faisant tourner la planche à billets, la dette, etc., bah là, en fait, tu peux te dire, bah là, il y a quelque chose quand même qui est brisé
entre les gouvernants et les gouvernés, quoi. C'est-à-dire que ce que font les gouvernants ne correspond pas forcément à la volonté des gouvernés, quoi. Et Je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire qu'on puisse consentir à l'impôt, mais effectivement, le la création monétaire, la planche à billets est particulièrement pernicieuse puisqu'en fait, c'est bon, les gens ont conscience un minimum des montants auxquels ils sont imposés sur leur fiche de paye, etc. Mais si on demande à la majorité de la population, personne n'a idée de ce qui est réellement les conséquences de la planche à billets, de l'inflation monétaire, etc. Donc c'est vrai que c'est très pernicieux. hmm. Et ouais, non, mais c'est. Oui, alors déjà, il y a ça, en effet, tu as raison, c'est que les gens connaissent assez mal, justement, ce fonctionnement-là, et surtout en France, hein. Je pense qu'en France, on en parlait tout à l'heure, mais tu as t'as un double désavantage, hein, qu'on peut avoir, nous, en France, c'est que déjà, d'une, on a un étatisme qui est extrêmement présent depuis très longtemps, hein, depuis au moins Philippe le Bel, Louis XIV, enfin, la construction de la France telle qu'on connaît aujourd'hui comme pays, c'est une construction qui s'est avant tout faite grâce à l'État, hein. Du coup, d'ailleurs, on est dans peut-être l'un des seuls pays en Europe où l'État a précédé la nation, alors qu'en général, les autres pays, on est plutôt sur l'inverse, hein, la nation précède l'État. Et c'est dans l'ADN français, en fait. On a l'impression en France où justement rien n'est possible en dehors de l'État, et ça, c'est un mal français. Alors, ce qui est dommage, hein, parce qu'on a quand même, nous, en France, une très très grande tradition libérale au sens classique du terme, hein, avec des grands auteurs, Jean-Baptiste Say, avec Turgot, avec Cantillon, Frédéric Bastiat. On a quand même une très très belle tradition libérale, mais on a encore malheureusement aujourd'hui, en fait, beaucoup de Français, d'individus qui sont persuadés, en fait, que sans l'État, rien n'est possible. Et deuxième chose qui est très très compliquée, je pense, aujourd'hui, et c'est aussi la très grande ignorance, en fait, des Français sur l'économie, en fait, comment fonctionne l'économie. Et du coup, ça les empêche aussi de voir que toute intervention politique dans l'économie, bah, en fait, est totalement néfaste, en fait, parce que ça va créer des distorsions de prix, ça va flouter justement le signal prix, ça va créer des mauvaises allocations du capital, ça va créer justement ces cycles voilà, de mauvaises allocations qui peuvent que se terminer en récession. Et il y a en fait ces deux choses-là, quoi. On est quand même dans un pays où il y a beaucoup d'étatisme qui est très ancré d'un point de vue historique, et on a une ignorance économique. Alors peut-être que l'un est voulu par l'autre, hein, ça je sais pas, je pense que oui, mais c'est très compliqué, quoi. Et du coup, pour revenir un peu à Bitcoin, c'est vrai que enfin en tout cas moi la lecture que j'en fais, c'est que Bitcoin justement permettrait, déjà permet aux individus d'un point de vue purement individuel de s'extraire de ce système-là, c'est-à-dire de dire bah écoutez, moi mon argent gagné, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu gagner via la force de mon travail, mon temps passé au travail, etc. Je vais pas forcément le mettre dans une monnaie qui est directement gérée par l'État, qui peut être imprimée à volonté, c'est-à-dire qui peut se dévaluer avec le temps, donc diluer en quelque sorte mon énergie et mon temps. Je vais plutôt le mettre dans un actif qui est rare, hein, donc c'est-à-dire que personne ne peut imprimer, et du coup, de cette manière-là, mon temps et mon énergie seront préservés sur le futur. Et l'autre intérêt que Bitcoin a, bah, c'est tout simplement ça, quoi. Si jamais a du succès, si jamais on revient, on va dire, à un étalon monétaire baqué partiellement, totalement sur du Bitcoin, du coup, on enlève en fait à l'État le monopole qu'il a depuis trop longtemps sur la monnaie. Et du coup, de la même manière, on l'empêche de se financer. Et on revient en fait à une gestion totalement responsable de ce que doit être en fait l'État et la force publique, quoi. Ouais, moi, ce que je trouve très intéressant avec Bitcoin, enfin, en tout cas, l'impact qu'il a eu sur moi, c'est que quand j'ai connu Bitcoin, donc déjà, je l'ai connu enfin, j'ai connu, enfin, j'ai eu une période un peu maximaliste par hasard, parce que je cherchais des vidéos sur l'école autrichienne et j'étais tombé sur Seyfeddin Amous chez Lex Fridman, parce que dans le titre de la vidéo, il y avait Austrian Economics. Donc j'avais regardé par là. Et en fait, même si avant, j'avais été un peu, enfin, j'étais déjà avec une connaissance partielle des concepts d'inflation, de monnaie, etc. En fait, c'est vraiment en m'intéressant à Bitcoin, en m'intéressant à cette question, que j'ai pu avoir une idée concrète de l'impact de l'inflation, de ce qui est une monnaie, de ce qui fait une bonne monnaie ou pas. Donc, au-delà de la réflexion sur est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que ça va réussir ou pas, le fait de s'y intéresser, ça fait mettre les mains dans le cambouis et ça fait vraiment avoir une expérience concrète de
qu'est-ce qu'une monnaie, qu'est-ce que l'inflation, qu'est-ce que la création monétaire, etc. Et vraiment, avant de m'être intéressé à Bitcoin, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout compris vraiment ces concepts-là. Donc rien que pour ça, même si les gens investissent ou n'investissent pas, rien que déjà s'y intéresser, c'est une très bonne chose. Ouais, totalement. C'est vrai que Bitcoin, c'est en effet, ça remet un peu les pieds sur terre. Donc ça te rappelle ce qu'est censé être la monnaie depuis, et d'ailleurs ce qu'était la monnaie depuis la nuit des temps, depuis qu'elle a émergé dans le marché, quoi. C'est tout simplement quelque chose qui est censé être rare et qui est censé refléter la rareté des biens qui sont disponibles sur le marché pour justement être un très bon intermédiaire d'échange, un ratio d'échange entre les biens. Et c'est uniquement depuis 1914, donc depuis la Première Guerre mondiale, où les États se sont affranchis de l'étalon or, donc affranchis un peu de la rareté naturelle de ce métal, qu'on est arrivé dans une ère de monnaie fiduciaire qui est totalement, en fait, qui est totalement décorrélée du réel, quoi. Et c'est vrai que Bitcoin nous ramène en fait à la bonne théorie monétaire à l'ancienne, bah, d'une monnaie en fait qui n'a pas besoin d'être dans les mains des hommes pour être efficace en fait. Et rien que ça, ça remet beaucoup de choses, quoi. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement c'est vrai qu'on on conclut un peu en parlant de Bitcoin parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses aussi. C'est que aujourd'hui, tu as une sorte de renouveau des idées libertariennes, des idées autrichiennes, des idées aussi un peu, pour certains, en tout cas, anarcho-capitalistes, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont pas pro-Bitcoin, hein, on va pas les citer, mais bon, voilà. Et qui, en fait, Bitcoin a, je pense, réinsufflé un petit intérêt justement pour ces idées-là, parce que si tu prends les grands comptes bitcoiners anglophones, du côté en francophone aussi, il y en a pas mal, hein, mais c'est pas forcément. C'est un peu compliqué du côté francophone, mais au moins du côté anglophone, tout le monde en fait est persuadé que justement la monnaie fiat c'est de la grosse merde et qu'il faut s'en débarrasser et que du coup Bitcoin sera un très très bon intermédiaire d'échange. Et justement, ça a permis de remettre sur le devant de la scène toutes ces idées libertariennes, Rothbard, Mises, Hayek. Tout ça, ce sont des auteurs qui ont été un peu perdus de vue depuis quelques années et qui reviennent en fait en force parce qu'on en parle de plus en plus, quoi. Donc on en parle, et ça c'est super intéressant parce que on en parle via Bitcoin, donc le côté monétaire, et on en parle aussi via toute l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec des mecs comme Javier Milei qui sont élus en Argentine, avec tout ce qui peut se passer aux États-Unis, avec tout, en fait, avec un peu ce réveil libéral global, quoi, qu'on peut lier avec, je sais pas, la technologie, je sais, enfin tout ça, quoi. C'est assez intéressant, quoi. Ouais, ouais, on vit une période intéressante là. On vit une très très belle période. Ouais, et ça, je sais que à chaque fois, j'en parle avec des personnes. C'est vrai que ce que j'ai tendance à dire, c'est que depuis, en tout cas, le 2020-2021, donc depuis la crise sanitaire, le Covid, on a une sorte d'accélération de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent en très peu de temps qu'on vit à une époque qui est extrêmement intéressante parce que c'est une époque de grands changements politiques, géopolitiques, hein, monétaires, économiques, hein, même philosophiques, hein, parce que du coup, en effet, les idées libertariennes ressurgissent dans ce climat-là. Et je trouve qu'on vit à une époque qui est extrêmement intéressante et pour la première fois dans notre histoire, en fait, on a un outil qui pourra nous permettre d'ancrer dans le réel justement ces idées libertariennes et vraiment libéral et classique, quoi. Donc c'est assez génial. Donc moi je trouve qu'on est quand même à une sorte de croisée des chemins et on pourra en parler pendant des heures, mais on va bientôt, je pense, arrêter la discussion. Mais on a une croisée des chemins sur plein de choses. Je sais pas, par exemple, si tu as toi suivi le sujet des MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale. Ouais, j'ai suivi un petit peu, ouais, donc je sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui. J'ai l'impression que Lagarde essayait de nous pousser ça un petit peu récemment. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu deux visions. Enfin, il y a deux manières de voir la chose. C'est d'un côté, bon bah ok, on est foutu, enfin on va être niqué, on va se faire fliquer sur toutes nos transactions. Et d'un autre côté, il y a aussi ce petit, je dirais presque plaisir sadique de se dire bon bah plus ils vont nous mettre au fond du trou, plus les gens vont se réveiller et plus en fait Bitcoin va prendre tout son sens dans un monde où toutes les transactions seront censurées et surveillées. Donc il y a un petit peu ces deux manières de voir les choses. Je pense faut peut-être pour garder le moral plutôt prendre la deuxième. Ouais, je sais que t'en parlais au tout début du podcast ou juste avant, je sais plus quand on discute, donc quand on discutait avant de lancer l'enregistrement, mais c'est vrai que le plus grand, notre meilleure agence de com aujourd'hui, alors que ce soit pour Bitcoin ou même les idées libertariennes au global, hein, ça reste l'action des États, l'action des banques centrales. C'est vrai qu'on a, en fait, on a juste à les laisser faire et de même les individus, ils vont se détourner de ça et ils vont préférer la liberté, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est à se demander si notre contenu sert à quelque chose parce qu'en fait, ce qui va faire bouger la masse, en fait, c'est des changements structurels et c'est ces grandes décisions que prend l'État qui font que, bah, au bout d'un moment, les gens disent stop, hein. Je sais, tu vois, par exemple, en Argentine, je sais pas s'ils ont particulièrement eu enfin, je sais que Milei, déjà, il essayait de promouvoir les idées libertariennes, mais finalement, ce qui a un petit peu causé leur réveil et le fait qu'ils votent pour quelqu'un qui est très libéral, c'est que leur pays était vraiment dans une situation catastrophique. Hmm. Que, bon, ce qu'on essaye de faire, nous, je pense, c'est de réveiller les gens avant qu'on en arrive là, mais bon, à voir comment ça se passera. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que pour conclure, une chose qui est importante, je pense que le travail qu'on fait, il est quand même essentiel parce que dans l'époque dans laquelle on vit, dans l'avenir totalement incertain qui nous attend, il y a une tentation, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'histoire, quand les idées un peu collectivistes, socialistes se révèlent être un échec total. La, le faux réflexe que peuvent avoir les gens, en fait, c'est de demander encore plus d'État. C'est-à-dire que pour corriger justement toutes ces faillites, on a de manière totalement contre-intuitive, en fait, on se dit en fait que c'est tout simplement, il nous faut un État fort, il nous faut un homme providentiel, il nous faut en fait encore plus d'État pour régler ces problèmes-là. Et c'est comme ça qu'on a eu par le passé en fait d'autres mouvements collectivistes encore pires que le socialisme qui sont malheureusement arrivés au pouvoir. Et en fait, l'importance du travail que toi tu fais, de tous les libertariens en fait, à droite à gauche, c'est tout simplement dire et de mettre un peu le holà en disant que le problème qui est le nôtre aujourd'hui ne va pas se régler justement en ajoutant encore une pièce supplémentaire dans la machine État. Au contraire, la solution, elle est totalement autre, c'est justement moins d'État, et la solution, c'est la liberté individuelle. C'est absolument pas remettre une pièce dans la machine et augmenter encore plus le pouvoir de l'État, sur son pouvoir de coercition, son pouvoir du contrôle du capital, du contrôle des individus. C'est la fausse bonne solution. C'est une solution qu'on a déjà tenté par le passé et à chaque fois ça s'est mal terminé, quoi. Donc, euh, donc on a un problème. On est face à un problème et face à ce problème, il faut présenter nous la solution qu'on trouve être la meilleure pour éviter qu'on souffre en fait encore plus avec Ouais, les et je mauvaises pense solutions. que, ouais, je disais un peu en plaisantant que je sais pas si ce qu'on fait va forcément avoir l'impact qu'on souhaite, mais en réalité, je pense qu'il est très important de diffuser la théorie, puisque en fait, quand on regarde par exemple le mouvement des Gilets jaunes, il avait plutôt bien commencé en demandant moins d'État, moins de taxes, et en fait, il avait vite, il me semble, hein, je n'ai plus des souvenirs très clairs, mais il me semble qu'il avait vite dévié vers plus d'aide, donc plus d'État. Et en fait, ça révèle que quand on veut faire une vraie révolution, enfin des changements sociétaux, on a besoin d'une colonne vertébrale théorique et que sinon, en fait, si les gens n'ont pas compris quel est le problème et quelles sont les solutions, en fait, on va vite se retrouver à suivre des gens qui sont simplement plus charismatiques, qui ont une meilleure rhétorique, etc. Donc, il est important effectivement de diffuser ces théories pour que les prochains mouvements, qui soient de révolution ou plutôt pour les libertariens de sécession, aient une véritable colonne vertébrale qui soit cohérente et qui puisse un petit peu résister à tous les appâts qu'on pourrait avoir ci et là dans les médias, dans les gens qui n'auront justement pas intérêt à ce qu'on fasse révolution ou sécession. Ouais, là, je souscris à 200% sur ce que tu viens de dire. En effet, les gens, en fait, moi, l'une des grandes convictions que j'ai, c'est que les gens, en fait, naturellement, de manière purement intuitive, ils savent qu'il y a un truc qui cloche, toi. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur quoi. Et justement, faut leur montrer la bonne solution, quoi. Et la solution, c'est pas plus d'État, elle est ailleurs. Et il faut leur présenter justement la bonne théorie, la bonne explication. Et il faut en fait qu'ils pointent le doigt sur sur le vrai problème, quoi, et pas sur le mauvais. Et à partir de ce moment-là, en fait, les choses pourront se faire de manière plus ou moins naturelle en quelque sorte. Mais tu as absolument raison, justement, il faut parler de tout ça, il faut parler de ces théories-là, et surtout dans notre pays, où, comme je disais tout à l'heure, on est dans un pays où tout s'est fait via l'État, et on a l'impression que la solution ne peut venir que du haut, alors qu'au final, la solution peut venir du bas. Et notre boulot à nous, en quelque sorte, c'est de reprendre un peu le flambeau qui a été laissé par terre par Guizot, Bassia, Say, Turgot et tout, et
et tout simplement montrer aux gens que non, justement, la solution, c'est eux qui l'ont dans leurs mains, quoi. Et que leur avenir leur appartient et que voilà, quoi, l'État n'est pas l'alpha et l'oméga de leur vie. Et que penser ça, c'est penser en fait à un avenir qui est en fait assez sombre, tout simplement. Tout à fait. Bah écoute, bah, je pense que ça fait une super conclusion, ça, à la Bien. discussion qu'on vient d'avoir. On parle OK. ensemble depuis un peu plus d'une heure. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense que si on nous lance, on peut parler pendant très 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 longtemps. Mais en tout cas, super discussion qu'on a eue ensemble, Thomas. Et je pense qu'on pourra peut-être s'en refaire parce que les idées libertariennes, il y a tellement de choses à aborder. Il y a tellement, que ce soit économique, politique, philosophique, il y a peut-être tellement de choses. On peut même faire quasiment de l'actuel. Enfin, on peut lire l'histoire, l'actualité uniquement via ce prisme, et ça marche très très bien aussi. Donc il y a tellement de choses à faire. Donc je pense que si ça te dit, on se refera des épisodes parce qu'il y a Plaisir. beaucoup de choses à dire là-dessus. Et alors juste avant qu'on se quitte, déjà, alors première chose, moi, je vais te remercier d'avoir accepté de faire cet épisode de podcast avec moi parce que ça permet, moi, voilà, de parler de plusieurs choses et moi, ça me fait très plaisir qu'on discute ensemble. Et Plaisir, merci pour l'invitation. bah, de rien. Et deuxième chose, alors du coup, pour tous ceux qui ont écouté ce podcast, alors où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet? Alors, ils peuvent me retrouver donc sur, X, sous le handle là, libertarien_. Pareil sur, Instagram, libertarien_. Pareil sur YouTube, libertarien_, et pareil sur, Spotify, Deezer. Ok. Instagram aussi ou... Ouais, ouais, Instagram aussi, partout, hein. Ok, J'ai gardé super. le même, pseudo, partout avec le petit underscore à la fin de libertarien. Ok, super. Bah écoute, bah, allez vous abonner à son compte sur X, allez suivre justement tout ce que fait Thomas parce que c'est un très très gros boulot et tu diffuses, moi je trouve de manière extrêmement efficace en fait toutes ces idées-là, de manière assez synthétique, concise, mais c'est la meilleure manière en fait de le faire. Et ça permet, on s'en rend pas compte, hein, mais tout ce qu'on fait tous en fait, ça permet justement de petit à petit de planter des graines un peu à droite à gauche et on ne sait pas ce que ça va donner dans les mois, dans les années qui viennent, mais à mon avis, le combat commence ici et avec des combattants comme toi, je pense que l'avenir peut être assez radieux, quoi. Ouais, merci bien. Bah, écoute, de rien, puis bah, je te dis, à une prochaine, À une prochaine. et salut.